William Morris, comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, troisième partie. Étendons-nous quelque peu, si vous le voulez bien, sur cette autre forme de guerre. Observons les différentes formes qu'elle peut prendre. Vous verrez bien que l'objectif y est tout autant de couler, de brûler et de détruire que dans la première. Voyons d'abord ce que nous appellerons la rivalité nationale, qui est d'ailleurs à l'origine de toutes les guerres entre nations civilisées, où l'on combat avec des baïonnettes et de la poudre à canon. Longtemps, nous, Anglais, avons refusé de nous y livrer, sauf lorsque des circonstances favorables nous permettaient de combattre sans le moindre risque, de tuer sans être tués, ou du moins en espérant ne pas l'être. Longtemps, nous avons refusé de nous battre contre un ennemi digne de ce nom, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que nous dominions le marché mondial. Nous ne voulions pas nous battre en tant que nation parce que le butin nous appartenait déjà. Mais cela est de moins en moins vrai, ce qui pour un socialiste ne peut être que réjouissant. Nous sommes en train de perdre, nous avons déjà perdu notre position dominante et nous devons désormais entrer en concurrence désespérée avec les autres grandes nations civilisées pour contrôler le marché mondial. Demain, nous devrons peut-être faire la guerre pour y parvenir. Par conséquent, la guerre, si elle n'est pas à trop grande échelle, ne se résume plus désormais à ce chant d'honneur qui plaisait tant aux vieilles moustaches du Parti conservateur. Pour les conservateurs, d'ailleurs, ces guerres servaient leurs intérêts politiques et n'étaient jamais qu'un bon prétexte pour étouffer la démocratie. Tout cela a bien changé et ce sont des politiciens d'un tout autre acabit qui ont pris l'habitude de faire appel à notre patriotisme, puisque tel est le nom qu'on lui donne. Personne n'est plus chauvin aujourd'hui que les leaders de ceux qui se sont donné le nom de libéraux progressistes, des gens du reste fort sages, qui savent très bien que la société est en pleine agitation, qui n'ignorent pas que le monde avance, quelle qu'y soit leur contribution. Je ne veux pas dire qu'ils savent ce qu'ils font. Les politiciens, vous le savez aussi bien que moi, prennent bien soin de ne jamais tenir aucun compte de ce qui pourrait se produire dans plus de 6 mois. Mais voici ce qui se passe. Notre système actuel, qui ne peut exister sans rivalité nationale, nous oblige à tenter désespérément de nous emparer des marchés sur un pied d'égalité avec toutes les autres nations, puisque, je le répète, nous avons perdu notre domination. Je dis désespérément sans exagérer. Pour satisfaire notre besoin de rafler des marchés, nous sommes prêts à tout et à tous les sacrifices. Aujourd'hui, cela représente un brigandage impuni et infamant. Demain, cela deviendra peut-être une défaite pure et simple et tout aussi infamante. Je ne fais pas de digression en disant cela, même si je me rapproche peut-être un peu plus que je ne le voudrais de ce que l'on appelle communément la politique. Je tiens seulement à démontrer où mène la guerre commerciale avec les nations étrangères. Même les plus bêtes se rendent bien compte qu'un considérable gâchis en est la conséquence. Voilà comment nous vivons aujourd'hui. Nous méditons la ruine des nations étrangères sans leur faire la guerre si possible, quitte à les attaquer si cela s'avère nécessaire. Et je ne parle même pas de l'exploitation honteuse de ces tribus sauvages et barbares que nous forçons à la pointe de la baïonnette à avaler notre camelote et notre hypocrisie.